Bonjour, dans cette présentation chiffrement sur Linux Ubuntu, vous allez voir les différents modes de cryptage que OpenSSL peut offrir et aussi les différents algorithmes que vous pouvez utiliser. Pour cela, vous allez aussi découvrir les méthodes de gestion des certificats de sécurité et de création de signatures, ainsi que comment tels peuvent être traités. En fait, ce projet est réalisé par Boulman Mustafa, Bouham Zakaria et Drissi Ismail. Tout au long de cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. Dans un premier temps, on va parler du cryptage et décryptage avec OpenSSL. Après, on va attaquer GNU PG sous Ubuntu. Par la suite, nous allons parler du hachage sous Linux et finalement, conclusion. Dans cette partie consacrée au cryptage et décryptage avec OpenSSL, vous allez comprendre le cryptage et le décryptage symétrique et asymétrique et comment crypter et décrypter avec OpenSSL. Alors, c'est quoi déjà SSL? Alors, SSL utilisé pour le chiffrement entre le serveur web ou le navigateur et le client. Il a été développé par Netscape. Ils couvrent leur projet et deviennent Mozilla Firefox. Pourquoi SSL existe? Alors, SSL existe grâce à deux facteurs. Le premier, c'est le chiffrement. C'est le fait de masquer ce qui était envoyé d'un ordinateur à un autre. Et l'identification, ça veut dire assurez-vous que l'ordinateur auquel vous parlez est celui en qui vous avez confiance. Mais c'est quoi déjà OpenSSL? Alors, OpenSSL est une boîte à outils puissante et complète et bibliothèque de cryptographie polyvalente pour les protocoles Transport Layer Security et Secure Socket Layer. C'est également une bibliothèque de cryptographie à usage général. OpenSSL est sous une licence Apache, ce qui signifie essentiellement que vous êtes libre de l'obtenir et de l'utiliser à des fins commerciales et non commerciales, sous réserve de quelques conditions simples. La ligne de commande OpenSSL. Alors, la ligne de commande OpenSSL permet d'utiliser les différentes fonctions cryptographiques de la bibliothèque OpenSSL comme suit. La création de paramètres des clés de type public RSA, DH et DSA, la création de certificats, le calcul d'empreintes, le chiffrement et déchiffrement, le test de client et serveur SSL et TLS, et la signature et le chiffrement de courrier. La syntaxe de la commande est OpenSSL, commande et plus option. Concernant les avantages d'OpenSSL, est un outil puissant, incontournable pour le chiffrement et le hachage, open source, portabilité, massivement utilisé et qui des avantages des bien sûr inconvénients. Et parmi les inconvénients d'OpenSSL, on peut citer pas simple à utiliser, documentation pas toujours claire, souci de comptabilité des librairies sur certaines plateformes, etc. Passons maintenant au cryptage symétrique et asymétrique. Alors, mais c'est quoi déjà le cryptage? Alors, le cryptage, c'est le fait de chiffrer les données. Ça veut dire rendre les informations qui circulent dans le média informatique illisibles. Ça veut dire seule la personne qui émet et reçoit les données peut les lire. Alors, on a deux grandes catégories de cryptage. Le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique. Et le cryptage symétrique se compose d'une seule clé pour le cryptage et le décryptage. Tandis que le cryptage asymétrique, c'est le chiffrement, c'est le type de, de chiffrement qui se compose de deux clés cryptographiques appelées clés publiques et clés privées. Le cryptage asymétrique est beaucoup plus rapide que le cryptage asymétrique, tandis que le cryptage asymétrique intègre deux clés distinctes. Le processus est considérablement ralenti
Et parmi les algorithmes qu'on trouve dans le cryptage symétrique, on a le RS4, AES, DES, etc. Et pour le cryptage asymétrique, on trouve toujours le RSA, Diffie-Hellman, etc. Alors, cette partie concerne la partie pratique dans laquelle on va crypter et décrypter avec OpenSSL. Donc, voyons comment OpenSSL peut nous aider à utiliser les fonctions de cryptage dans un système Linux. Une fois on est sur notre machine Ubuntu, on peut donc vérifier notre version OpenSSL en tapant sur le terminal la commande OpenSSL version. Si vous ne l'avez pas, installez-le plus facilement. Et pour voir une liste des chiffrements disponibles chez une personne OpenSSL, nous pouvons taper sur le terminal OpenSSL list-cipher-commande. Et si vous avez une liste des chiffrements qui ont là-dedans dans OpenSSL, comme vous pouvez le voir que vous avez les démos. Et pour utiliser un chiffrement symétrique, voyons comment cela fonctionne. Faisons un message avec gedit et on tape par exemple bonjour tout le monde. Par la suite, on sauve et on quitte. Et on affiche le contenu de notre fichier avec la commande cat. Mais la question qui se pose maintenant, comment crypter cela avec OpenSSL? Alors, pour ce faire, on appelle donc OpenSSL et ONC. Nous disons que nous allons crypter -AES 256 et maintenant nous devons spécifier la méthode. Nous allons utiliser dans ce cas AES avec une taille de 256 bits et en mode CBC. -CBC, c'est comme l'un des plus forts. Utilisons le format base64 et on va spécifier le fichier d'entrée qui est le message que nous mettons. Voyons maintenant qu'il demande un mot de passe. C'est grâce à ce mot de passe, la clé de cryptage sera obtenue. Par exemple, passe et on va le retaper. Et là, vous avez le texte crypté. Et si vous voulez cela dans un fichier, il ne suffit juste de spécifier la sortie. Et pour le mot de passe, c'est toujours passe. Alors, on peut voir qu'on a le message d'origine et le message chiffré. Alors, comment décrypter ce fichier? Pour ce faire, on va taper OpenSSL. On va spécifier la méthode sur la méthode iOS 256 en mode CBC toujours. Et ensuite, on dit qu'on décrypte à base 64 et on va spécifier le fichier d'entrée bien sûr. Maintenant, il nous a demandé de saisir un mot de passe. C'est toujours le même mot de passe, passe. Et si on veut cela dans un fichier, bien sûr, on peut mettre la sortie décryptée et on aura donc notre fichier déchiffré. On va voir le hachage. Le hachage est la transformation d'une chaîne de caractères en valeur ou en clé de longueur fixe, généralement plus court, représentant la chaîne d'origine. Le hachage est notamment employé pour indexer et récupérer les éléments d'une base de données. Passons maintenant au chiffrement et déchiffrement de la signature numérique. En plus d'accélérer la récupération des données, le hachage permet de chiffrer et déchiffrer les signatures numériques, à savoir la signature numérique servant à authentifier les expéditeurs et les destinataires des messages.
La signature numérique est transformée au moyen de la fonction de hachage. Puis la valeur hachée, qui est appelée empreinte numérique de message, et la signature sont envoyées séparément au destinataire. Ce dernier, à l'aide de la même fonction de hachage que celle utilisée par l'expéditeur, extrait une empreinte de la signature et la compare à l'empreinte reçue, donc les deux doivent être identiques. Les exigences définies sont imposées à une fonction de hachage pour qu'elle présente des caractéristiques données. Premièrement, le sens unique de la fonction de hachage, c'est-à-dire une valeur de hachage générée ne doit pas permettre de générer à nouveau le contenu des données initiales. Par exemple, il doit donc être impossible de retrouver le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5 par exemple à partir de la valeur de hachage générée qui est PH, etc. La deuxième caractéristique, c'est l'absence de collision. En aucun cas, une valeur de hachage identique ne doit être attribuée à des données initiales différentes. Chaque saisie doit générer une autre valeur de hachage. Lorsque cet objectif est atteint, on parle de fonction de hachage cryptographique. Dans l'exemple ci-dessous, on ne constate aucune valeur de hachage identique et donc aucune collision entre les données générées. D'autres technologies permettent d'éviter des collisions de ce type. Autre caractéristique, c'est la célérité de la fonction de hachage. Si la conversion des données en valeur de hachage prenait trop de temps, ce processus n'aurait pas d'utilité. La fonction de hachage doit donc travailler avec une extrême rapidité. Dans les bases de données, les valeurs de hachage sont stockées dans ce qu'on appelle des tables de hachage pour garantir un accès rapide. Et finalement, la fonction de hachage convertit des séquences de caractéristiques de différentes longueurs en séquences de même longueur. Il existe plusieurs fonctions de hachage telles que MD5. MD5 est une fonction de hachage cryptographique qui calcule à partir d'un fichier numérique son empreinte numérique. En l'occurrence, une séquence de 128 bits ou 32 caractères en notation hexadécimale avec une probabilité très forte que deux fichiers différents dont deux empreintes différentes. En 2004, une équipe chinoise découvert une collision complète. Donc MD5 n'est donc plus considéré comme sûr au sens cryptographique. On suggère maintenant d'utiliser plutôt des algorithmes tels que SHA-256. Cependant, la fonction MD5 reste encore largement utilisée comme outil de vérification lors des téléchargements et l'utilisateur peut valider l'intégrité de la version téléchargée à partir donc grâce à l'empreinte. Ceci peut se faire avec un programme comme MD5 SAM pour MD5 et SHA-1 SAM comme pour SHA-1. On a aussi la fonction de hachage SHA-1 Secure Hash Algorithm est une fonction de hachage cryptographique conçue par la National Security Agency des États-Unis et publiée par le gouvernement des États-Unis comme un standard fédéral de traitement de l'information. Elle produit un hash de 160 bits habituellement représenté par un nombre hexadécimal de 40 caractères. En 2005, des crypto-analystes ont découvert des attaques sur SHA-1 suggérant que l'algorithme pourrait ne plus être suffisamment sûr pour continuer à l'utiliser dans le futur. Depuis 2010, de nombreuses organisations ont recommandé son remplacement par SHA-2 et SHA-3. Autre fonction de hachage, c'est SHA-2. Donc SHA-256 et SHA-512 sont les grands standards utilisés actuellement, car il n'y a pas à ce jour d'attaque ayant trouvé des failles de sécurité sur ces fonctions de hachage. Donc pour mieux comprendre les choses, on passe à la partie pratique. Premièrement, on va constituer le hash d'un mot de passe, par exemple GTR,
par MD5, SHA1 et SHA256. On commence par MD5. Pour ce faire, on va utiliser la commande echo -n, le mot de passe GTR, et après le fichier qu'on veut stocker l'empreinte générée par MD5. Donc voilà, c'est le même pour les autres fonctions de hachage. Donc maintenant je vais afficher les empreintes générées pour les comparer. Donc comme vous voyez, en termes de longueur, SHA1 renvoie une empreinte plus grande que la fonction de hachage MD5, et SHA256 renvoie aussi une empreinte plus grande que SHA1. Donc ça montre que MD5 est plus efficace en termes de vitesse de cryptage. Maintenant on va essayer de casser ces empreintes en utilisant l'attaque par force brute. Donc on commence par l'empreinte générée par MD5. Voici la commande. Donc voilà la commande hashcase -m0-a0 -force MD5 h2.txt. Hashcase, c'est un outil Linux permet de casser donc plusieurs fonctions de hachage comme MD5, SHA1, SHA256, beaucoup de fonctions avec des méthodes différentes. Donc on peut utiliser force brute, par dictionnaire, par donc plusieurs méthodes. Donc -force, c'est pour ignorer les avertissements. -m0 signifie le type de hachage qui est MD5. Aussi -a3 signifie la méthode par force brute, l'attaque par force brute. Donc on va exécuter cette commande. Voilà. Donc voilà les informations de hachage. Statut, c'est cracked, c'est-à-dire l'empreinte a été cassée. Le type de hachage MD5. Voilà. Donc on peut remarquer que le temps c'est 3 secondes de traitement. C'est 3 secondes de traitement. Donc pour casser SHA1, on va utiliser la même commande, mais il faut juste modifier -m. Dans ce cas, on va utiliser -m100. Voilà, traitement. Voilà, donc la fonction a été craquée. Donc voilà le temps de traitement. Temps de traitement, c'est la différence entre ce temps et ce temps. Donc le temps de traitement c'est égal à 5 secondes. Maintenant on passe à la troisième fonction qui est SHA256. Donc -m 1400 signifie le type de hachage SHA256. Entrée. Aussi donc la fonction SHA256 a été craquée. Donc voilà, et le temps de traitement c'est 4 secondes. Donc voilà les temps de traitement pour casser ces fonctions de hachage. Donc on peut remarquer que MD5 est plus efficace en termes de vitesse de cryptage, tandis que SHA1 et SHA256 sont un peu plus sécurisés que MD5, car elles prennent un temps plus grand que MD5 pour les casser.